Bien, écoutez, on va débuter ce webinaire hein, sur le master santé. Je vous remercie de votre présence. Il y a énormément de personnes qui malheureusement ne peuvent pas être là ce soir, mais qui ont demandé l'enregistrement pour pouvoir avoir un accès à ce webinaire. Donc j'espère que tout le monde est d'accord pour cet enregistrement qui sera aussi disponible pour vous. Donc, je me présente déjà, Jean-Michel Kerr, je suis docteur en sciences de l'éducation et ergothérapeute et responsable pédagogique de l'Institut d'ergothérapie. Et je copilote avec le professeur Xavier de Boissezon qui va nous rejoindre dans quelques minutes ce master. Mais vous allez voir qu'il y a énormément d'acteurs qui ont participé et qui participent largement à l'élaboration de ce master. On Mhm. vous les présentera. Il y en a qui seront présents ce soir, donc je les salue. Et au moment de la diapo où je présente l'équipe, ben, vous pourrez intervenir en mettant votre caméra pour qu'on puisse vous voir. Alors bonjour, je suis arrivé, Jean-Michel, je suis Ah, là. voilà, Euh, ça y est. Bonjour. Donc moi je suis Xavier de Boissezon. Je suis médecin spécialiste de médecine physique et de réadaptation. Et puis je suis prof à la fac de médecine. Et donc avec Jean-Michel, voilà, on est à la tête de ce master et en fait du parcours réadaptation, recherche appliquée en réadaptation qui est au sein du master dont la mention, le nom du master, hein, c'est un master santé. Voilà. Euh, et effectivement, je vois Clémence qui est connectée et il y en a d'autres sûrement. Donc, on présentera l'ensemble des enseignants au fur et à mesure. Mais vous êtes déjà 23, enfin, on est 23 connectés, donc c'est bien. Et tu peux peut-être partager tes diapos, Jean-Michel. Voilà, je vais partager la présentation. Donc, on avait fait un essai sur le partage. Tout le monde voit la présentation. C'est impeccable. Donc justement, avec Xavier de Boissezon, on a de nombreux collaborateurs qui sont engagés dans ce master santé, parcours, recherche appliquée en réadaptation, donc rare. Vous avez des médecins, donc dont le doyen Thomas Gerhardt, qui dans le cadre du département pilote aussi ce master avec le professeur Isabelle Berry, qui est responsable du master santé, Xavier de Boissezon. Je peux te laisser Oui, continuer les... tout à fait. Donc après, il y a David Gasque qui est aussi de formation un médecin de rééducation, un médecin de médecine physique et de réadaptation, mais qui, lui, gère tout le service de physiologie pour l'analyse du mouvement, de la marche, de l'équilibre, de la préhension. Donc avec lequel on travaille de manière très étroite et qui est très impliqué dans la LSS, la licence sciences pour la santé. Donc si certains d'entre vous sont des étudiants de LSS, vous connaissez forcément David Gasque. Après, il y a le professeur Philippe Marc qui est dans mon service. On est les deux enseignants du service. Et puis le professeur Virginie Voisard, qui, elle, est une ORL phoniatre, mais très impliquée dans la prise en charge rééducative et de réadaptation des patients qui ont des problématiques de déglutition et d'expression. Voilà. Ça, c'est pour les médecins. Donc après, vas-y, reprends la main pour les ergothérapeutes. Bah, sur les ergothérapeutes, donc vous avez donc moi-même, je me suis déjà présenté. Vous avez aussi Clémence Chassan qui est docteur en informatique et santé et qui est ergothérapeute et qui fait partie de l'équipe de l'Institut d'ergothérapie de Toulouse. Et Claire Villepinte qui est
donc docteur en cognition. C'est toi qui l'as suivi dans le cadre de sa thèse. Ouais, elle a fait, donc elle a fait à la fois, une école d'ergothérapie, Mm. mais qu'elle avait fait en Nouvelle-Zélande, En mais Australie. en Australie, pardon, en En Australie. Australie. Mais après, par contre, elle a aussi, fait un parcours, scientifique, avec, un master 2 et puis, une thèse de sciences. Donc, voilà, donc elle est Mm. à la fois, et comme Jean-Michel d'ailleurs et elle a une thèse de sciences et elle travaille au CHU. Elle est, cadre de santé, en plus de ses activités de recherche qu'elle poursuit. Voilà, puis Donc on après a elle a des enseignants aussi comme enseignants en droit, donc Stéphanie Billarbuste qui est présidente de la commission de protection des personnes en Occitanie et qui travaille avec nous. Kinésithérapeute, donc vous avez plusieurs intervenants, donc Frédéric André qui est aussi docteur en sciences de l'éducation et dont sa spécialité est plus sur les pédagogies par simulation et réalité virtuelle. Audrey Fernandez, qui est doctorante en épidémiologie, hein, et Alexandre Grill, qui a un master en sciences de l'éducation du côté, je crois, d'Aix-en-Provence, et qui a une spécialité sur la déglutition, l'oralité, qui est en lien très étroit avec Virginie Voisard, et Thibault Land, qui est doctorant et qui est spécialisé aussi. Donc lui, il est à l'université de la Sorbonne et il est spécialisé en épidémiologie et inégalité sociale. Pour les orthophonistes, si tu veux reprendre le relais. Alors, je vais reprendre. Je crois qu'on a perdu Xavier de Boissezon. Mathieu Balaguer, qui est maître de conférence, et lui aussi, il a une orientation informatique et santé. Lola Daguet, qui est maître de conférence aussi à l'Université de Toulouse, et qui, elle, a plus une orientation cognition, métacognition et langage. Vous avez en psychomotricité Jérôme Marquet-Doléac qui est directeur de l'Institut de psychomotricité et qui est docteur aussi sur tout ce qui est approche en pédiatrie. Donc, il est aussi dans le laboratoire tonique et donc il a fait sa thèse sur l'inclusion scolaire. Et Élodie Martin, qui est psychomotricienne aussi et qui a son doctorat, qui elle aussi est dans le laboratoire tonique et qui travaille préférentiellement sur la question, je crois, TDAH, Ouais. TND en tout cas et TDAH. Et Alors enfin, nous avons des intervenants qui nous viennent plus de l'Université de Toulouse, mais partie sciences humaines, donc le professeur Dominique Broussal, qui est spécialisé en sciences de l'éducation. alors juste peut-être avant de passer, vous êtes, peut-être pas tous, pour les plus jeunes, habitués à voir, ce style de présentation parce que, vous voyez, il y a beaucoup de docteurs qui sont, ici, beaucoup de docteurs en sciences. Il y a des médecins qui sont docteurs en médecine, mais là, ce dont on parle aujourd'hui, c'est de recherche et de science et du coup, vous voyez que, ben, il y a, beaucoup de professions, paramédicales, avec des ergothérapeutes, des kinésithérapeutes, des orthophonistes, des psychomotriciens qui ont fait tout un parcours scientifique et qui, à l'arrivée, ont un titre de docteur en sciences. Voilà, c'est Et et le but effectivement, du ça, master, c'est d'amener justement des gens qui sont pas, enfin qui ça peut être des docteurs en médecine, mais de prendre aussi des gens qui seront pas docteurs en médecine
et de les faire progresser sur une filière scientifique pour aller vers d'abord un master, sciences de la santé et puis ensuite, un doctorat pour, ceux qui veulent aller, le plus loin possible. Voilà. Effectivement, c'est important ce que tu dis parce que ce master est résolument, tourné vers la recherche. Ça, c'est la première chose qui est important à dire, c'est que c'est pas un master professionnalisant au sens strict, c'est un master qui va vous permettre, de développer en fait votre raisonnement, de futurs chercheurs et peut-être d'aller plus loin effectivement jusqu'au doctorat pour certains. Donc, bah, pour certains, si vous êtes là, c'est qu'effectivement vous avez vu que ce master, est répertorié dans mon master en ligne, hein, et la clôture va se faire des dossiers le 24 mars, 2025. Donc l'effectif aujourd'hui est de 20 apprenants. En sachant que nous avons, la possibilité, à terme, d'aller jusqu'à 30 apprenants, mais pour l'instant, pour l'année 2025, on va être sur 20 apprenants. Le rythme, et la localisation de ce master, va être, donc des temps en présentiel, qui correspondent à 12 jours en M1 et 12 jours en M2. On vous donnera les dates, des temps de synchrone, une demi-journée par semaine en M1 et M2 hors période de stage. Et donc, cette demi-journée, c'est le jeudi après-midi de 13h30 à 18h30, avec des modifications possibles sur la plage horaire en fonction des cours. Et enfin des temps asynchrones, donc vous aurez accès, sur Moodle à une plateforme où seront déposés, des cours et de la bibliographie, des lectures, des vidéos qui vous permettront d'approfondir des thématiques que vous aurez vues en temps synchrone et en temps présentiel. Est-ce que tu veux dire quelque chose là-dessus, Xavier, sur, Non, pas spécialement, le je pense que c'est clair, voilà, si vous avez c'est surtout si vous avez des questions, on pourra y répondre à la fin. Mais, voilà, vous voyez, c'est un mix, le quand tu disais, les temps, synchrones, c'est-à-dire sur le jeudi après-midi, ça sera souvent des conférences faites du coup, c'est de la visio, hein, Mmh. c'est de la vi concrètement, c'est une visio en direct, alors que le temps asynchrone, c'est, des cours qui sont enregistrés que vous pouvez regarder quand vous voulez. Pour ces temps synchrones, Jean-Michel disait, sur une plage horaire qui est en général 13h30-18h30, parce que de temps en temps, ça sera peut-être des gens qui sont, un petit peu loin, de France et avec, Mmh. un peu de décalage horaire. Donc on trouvera des modalités pour qu'eux fassent court, sur des horaires qui nous correspondent à peu près, même si, Et voilà, qui leur correspondent aussi. correspondent aussi. Donc de temps en temps, ça sera pas tout à fait sur ces Mmh. horaires-là, même si, voilà, on va essayer de faire le maximum dans ces horaires du jeudi après-midi où, là, ça sera il faudra se connecter sur une visio, voilà, c'est tout. Et on aura, 3 périodes de stage, donc, une période au semestre 1 de 8 semaines, de stage, une deuxième période, en M2 de 12 semaines et une troisième période en M2 de 10 semaines. Donc ce qui fait en tout 30 semaines de stage, dit de recherche. Alors j'ai eu des interrogations par rapport à ces stages, et peut-être qu'on peut l'aborder dès maintenant, principalement des libéraux qui disaient: «Mais, trouver 30 semaines en fermant le cabinet, libéral, ça va être compliqué». Donc c'était une contrainte pour, ces personnes-là. Heu, ce que l'on peut vous dire avec Xavier et avec nos collègues, c'est que le stage n'est pas
à temps plein présentiel dans un laboratoire, 30 semaines à temps plein obligatoirement. Vous pouvez le faire si le laboratoire hébergeur vous reçoit pendant toute cette période-là, mais vous pouvez aussi vous organiser avec le laboratoire pour avoir des temps de présence et des temps où vous êtes, par exemple, dans votre cabinet en libéral et que vous vous dégagez du temps à votre convenance pour répondre aux missions que vous donneront le laboratoire. Donc en fin de compte, l'idée, c'est que ce master, tout en gardant la rigueur d'un master de recherche, permet quand même une latitude pour pouvoir faire du présentiel, faire du distanciel et aussi gérer son temps d'apprentissage comme vous l'entendez. Et pour les stages, bien sûr, si le laboratoire de recherche est d'accord, vous pouvez mixer entre votre activité professionnelle, l'activité de chercheur et les connaissances fondamentales liées au laboratoire. Xavier, tu peux... Ouais. Effectivement, hein, on tient à ce que ça soit pas un master qui soit uniquement réalisé par des gens qui sont en formation initiale, c'est-à-dire des gens qui sont dans la prolongation de leur licence. Mais, donc, il peut y avoir des adaptations pour les gens qui sont en formation continue et qui ont une activité professionnelle à côté. Par contre, quand même, hein, il faut vraiment que le stage soit fait, bien sérieusement, qu'il soit Mm. encadré par une équipe de recherche et que, le temps de 8 semaines ou de 12 semaines et de 10 semaines après pour les 2 autres stages soit effectif, même si, il y a pas la rigidité de vous dire: «Ben, il faut 12 semaines d'affilée où vous ne faites que ça et vous travaillez pas à côté». Vous avez le droit de partager votre Mm. activité entre les 2. Mais il doit y avoir alors du coup, ben, ça sera peut-être pas 12 semaines, mais plus long parce que vous aurez peut-être des demi-semaines, ou des moments où vous alternez avec une semaine de boulot. On peut trouver des adaptations, mais attention, le temps de stage doit quand même Et être effectif. effectivement Mm. réalisé. Voilà, hein, Mm. c'est pas, je déclare que je suis en stage quand je suis en train de faire mon activité professionnelle, Mm. heu, voilà, quelle que soit votre profession. Donc là, vous avez déjà la planification. Donc, la rentrée des M1 va se faire du lundi 22 septembre, 13h30, ce qui permet à des personnes plus éloignées de Toulouse de venir, jusqu'au 26 septembre à midi pour permettre justement d'éviter les embouteillages de Toulouse pour ceux qui seront en dehors de Toulouse. Donc cette première semaine sera surtout là pour la présentation et le lancement de tous les UE qu'on va vous présenter à la suite. Et donc après, vous avez une deuxième semaine, c'est en janvier, le 19 janvier au 23 janvier. Et enfin, une troisième semaine du 26 mai au 29 mai. Donc là, vous avez en fait pour le M1, et il faut savoir que en 2025, nous allons ouvrir que le M1. Et en 2026, nous ouvrirons et le M1 et le M2, bien entendu, pour la poursuite d'études des M1 de 2025. Et Donc, peut ah oui, oui, vas-y, vas-y. Non, en je te laisse. M2, on va reprendre en fait les mêmes semaines, hein, du 21 au 25 septembre, rentrer avec les autres M1, ce qui permettra en fait pendant ce temps de présentiel de pouvoir partager avec les nouveaux venus certaines tables rondes ou travaux en présentiel. Du 18 janvier au 22 janvier, donc aussi avec les M1. Et par contre, en fin de M2, on sera du 21 au 25 juin pour la finalisation du parcours et la présentation de vos travaux de recherche.
Est-ce que tu voulais... Non, ça me paraît très clair, enfin, c'est bon, vas-y, vas-y. Et donc les 3 stages se passeront du 30 mars au 22 mai pour le premier stage, du 28 septembre du 28 septembre au 18 décembre pour le deuxième stage et du 25 janvier au 2 avril pour le troisième stage. Donc là aussi, avec peut-être que vous serez amené à composer un peu le temps de stage en fonction de vos disponibilités et surtout du laboratoire de recherche. Le public concerné, hein, c'est tous les candidats qui doivent être titulaires d'une licence de réadaptation ou soins généraux, d'un diplôme d'état français paramédical et les titres étrangers reconnus. Euh, avec pour les M1 comme pour les M2, on aura en fait un examen des dossiers déposés et on aura une commission pédagogique qui sera constituée de Xavier de Boissonneson, de moi-même, mais aussi des responsables d'UE dans le cadre du master. Donc au niveau des dérogations, on, on peut peut-être parler du master dérogatoire qui va être discuté fin mars, Xavier. Ouais, alors le master dérogatoire, c'est, un parcours, qui, est allégé pour le M1 uniquement, pour, les professions qui ont déjà fait, des études en 5 ou 6 ans. C'est-à-dire en pratique, je pense que, nous concernant là, le public qui est ici, c'est soit, des kinésithérapeutes, soit des orthophonistes, soit des médecins qui ont donc déjà validé leur diplôme, de pas d'ergothérapie justement, d'orthophonie, de Ouais. lapsus, d'orthophonie, de kinésithérapie ou de médecine et qui vont faire, heu, 2 ou 3 UE de master 1 plus un petit stage pour valider un master 1, voilà. Donc ça veut dire concrètement que parmi vous, s'il y en a qui ont déjà, fait leurs 5 ans d'études, ils peuvent, demander à avoir un ME1 allégé avec certaines UE, de notre master, voire même certaines une UE, par exemple, d'un autre master, qui existe à Toulouse, pour avoir le grade de master 1 de sciences qui permettent l'année suivante de s'inscrire en master 2. Voilà. Mais de toute façon, cette année, comme vous l'a dit Jean-Michel, on prend personne en master 2. Donc, cette année, c'est soit vous faites la totalité du master 1, soit, si le cas est possible pour vous, vous pouvez demander à faire certaines UE du master 1 pour qu'il soit validé avec, en plus, votre diplôme, professionnel, à côté. Voilà. Le dossier d'inscription, vous l'avez eu hein, sur mon master. Je vais peut-être pas développer hein, une lettre de motivation, présentation du projet de recherche et bien sûr CV, diplôme, titre qui sont en lien avec votre parcours. Et effectivement, il est fortement conseillé que vous ayez déjà non seulement un projet de recherche, mais si vous avez un laboratoire de recherche qui sont prêts à vous accompagner dans le cadre de votre master, c'est un plus dans le dossier de venir déjà avec un laboratoire qu'on appelle ressources. Ouais. On nous a posé la question, mais pour les formations continues professionnelles, les devis
de la formation sont à demander à cette adresse mail, donc je vais vous laisser la reprendre. C'est à cette adresse mail que vous pouvez demander le devis pour faire une demande de formation continue professionnelle. Donc le master rare, vous avez eu accès aux UE. Donc de manière très générale, ce qu'on va vous proposer, c'est de vous donner quelques éléments complémentaires de ces UE. Donc le premier UE, qui est le fondement et processus de rééducation-réadaptation. Vous avez une partie qui est en lien justement avec les modèles de rééducation et de réadaptation, les instances nationales mais aussi internationales autour du handicap, du processus de réadaptation de par le monde, et on étudiera des éléments un peu fondateur de, je dirais, de ce modèle de réadaptation, comme par exemple le modèle de Montréal, hein, qui est bien connu chez les Canadiens. On parlera aussi de l'évolution de la place des patients, entre autres les pairs aidants. Donc il y aura toute une réflexion autour de l'inclusion et comment les, les patients experts, les personnes ressources qui ont eu des problématiques de santé peuvent s'inclure complètement dans la démarche de réadaptation. On aura aussi une partie plasticité neuronale, cognition et métacognition qui sera co-dirigée avec Xavier de Boissozon et Lola Daguet. On aura aussi un UE, enfin un sous-UE qui sera sur le mouvement, l'étude du mouvement et de l'apprentissage moteur. Donc David Gasque et Elodie Martin qui travailleront sur ces UE-là, ces sous-UE-là. Donc ça correspond à un UE, l'UE 1. Sur la législation de la santé, on va aborder législation, recherche et législation et inégalité sociale. Et là, entre autres, donc il y aura beaucoup d'intervenants, mais entre autres, vous aurez Stéphanie Bim-Arbus qui fera un lien important avec les CPP et tout ce qu'est la législation et le droit, avec un autre collègue qui s'appelle Thibault Land. En éthique et approche déontologique, on va aborder tout ce qui est bien sûr éthique, bioéthique et approche juridique dans le cadre de la déontologie et droit à la santé. Tu me dis hein, si tu veux intervenir sur l'approche santé publique et épidémiologie. Donc là, il y aura les grands problèmes de santé publique avec une approche plus spécifique sur la méthodo en épidémiologie. Et on a des ressources importantes, hein, des collaborateurs qui vont travailler autour aussi de la réadaptation en santé publique. Donc dedans, il y aura un lien avec la gestion de projets spécifiques santé publique, mais aussi tout ce qui est éducation à la santé et éducation thérapeutique. L'approche en sciences humaines et réadaptation, on va aborder tous les courants sociologiques, anthropologiques, philosophiques et le domaine de la science de l'éducation dans cette UE-là. En santé numérique, vous avez vu que nous avons des spécialistes en informatique et santé numérique, et donc ils seront en charge sur tout ce qui est exploitation des données en santé et aussi le développement pratique de la recherche en santé numérique avec toutes les nécessités de protection des données.
Et enfin, nous avons un UE complet sur les méthodes de recherche en réadaptation. Euh, et là, on va avoir des méthodes quantitatives, des méthodes qualitatives et des méthodes mixtes. Et l'intérêt dans ce master, c'est qu'on a croisé les approches médicales, les approches des sciences qu'on appellerait, j'aime pas trop ce terme-là, dures, mais en tout cas des sciences que l'on retrouve dans certaines parties de la réadaptation. Je pense au numérique, mais aussi tout ce qui est réalité virtuelle, la robotisation, etc. Et on va avoir aussi une partie autour des recherches qualitatives. Et là, on va être aidé de tous nos collègues en sciences de l'éducation. Je pense par exemple aux recherches-interventions qui sont en fin de compte une recherche tout à fait particulière d'aller-retour entre le terrain et la recherche et la théorisation. Est-ce que tu veux... Non, ça me paraît clair. On peut passer, enfin, il y a l'anglais, puis on peut Et passer au après, il y niveau a l'anglais professionnel. scientifique et professionnel qui va être en fait sur tout le cursus M1 et M2. Et une des particularités, c'est que nous aurons aussi des unités d'enseignement dits optionnelles, mais qui vont être obligatoires pour 2 unités. Vous aurez le choix sur ces 7 unités. Santé numérique, gestion, projet numérique, c'est un approfondissement. Épidémiologie et statistique, c'est aussi un approfondissement. Il y aura un UE plus spécifique pour les ergothérapeutes, c'est la science de l'occupation et la recherche. Vous aurez sciences du mouvement et réadaptation, sciences cognitives et réadaptation, troubles des voies aériennes et déglutition en réadaptation. Et enfin, un dernier UE qui est en lien avec l'université de Melbourne en Australie sur la recherche sur les évaluations et la réhabilitation cognitive fonctionnelle occupationnelle Donc qui en elle fait, aussi sera... Pardon? ouais, vous voyez que donc, comme l'a dit Jean-Michel, il y a 2 UE parmi ces 7 que vous devez choisir. Ça peut être pour certaines des UE qui sont, relativement orientés vers certains métiers, vers certaines professions, et puis il y en a d'autres qui sont, l'approfondissement, en santé Hmm. numérique ou, épidémiologie et statistique. Ça, c'est, on va dire, c'est plus, général, et voilà. Donc il faut en choisir 2 parmi les 7, et c'est les mêmes UE que vous prendrez en ME1 et ME2. Ouais, tout à fait. Sur les contrôles des connaissances, il y aura du contrôle en continu sous forme de travaux de groupe ou de travaux individuels et en présentiel la possibilité d'avoir des oraux dans le cadre de nos regroupements. En l'occurrence, par exemple, les oraux intermédiaires et finaux pour présenter votre recherche. Les axes de recherche, il y en a énormément, on n'en a cité que quelques-unes, hein, technologie et innovation en réadaptation, nous avons des partenaires laboratoires dans ce cadre-là, neuroplasticité et rééducation neurologique, troubles musculo-squelettiques, santé mentale et réadaptation, vieillissement et réadaptation, pédiatrie en réadaptation, occupation et participation sociale, voie aérienne, déglutition, santé publique et prévention. Et en fait, c'est tous les domaines qui sont en lien avec le CNU 91 que vous pourrez investir dans différents laboratoires de recherche. Là, on en a identifié quelques-uns, mais il y en aura bien plus qui seront à disposition dans le cadre de votre cursus. Ouais. Ce qu'on peut dire, c'est que, idéalement, enfin, ça sera plus facile pour vous si vous avez déjà une idée
et si vous êtes déjà rapproché d'un laboratoire, il faut que vous à l'arrivée, il faut que vous trouviez, une thématique de recherche et du coup, la recherche, ça se fait pas seul dans son coin. La recherche, ça se fait avec une équipe de recherche. Donc il faut que, vous ayez un lien avec une équipe ou un labo de recherche qui vous accueillera pour vos stages. Mm. Donc ça, il faut vraiment c'est un prérequis, c'est indispensable que vous ayez une équipe de recherche qui vous accueille pour valider le fait que vous allez faire votre stage de recherche et que ça sera vraiment de la recherche et pas de l'activité professionnelle. Voilà. Mm. Alors même si Jean-Michel vous a dit de temps en temps, on peut allier un petit peu les 2 avec, la recherche-intervention ou des choses comme ça. Mais c'est pas un master professionnalisant, c'est un master de recherche. Mm. Donc ça veut dire que à l'arrivée, vous devez avoir un lien avec une équipe de recherche. L'équipe de recherche, on peut vous en indiquer qui sont a priori dans nos thématiques, c'est ce que fait Jean-Michel avec cette diapo. Mais ceci dit, c'est pas nous qui allons vous trouver vos équipes de recherche et vous dire: «Tu vas faire ton stage là, avec telle personne». Ça, c'est une démarche de l'étudiant qui doit, aller chercher, son équipe de recherche et dans le domaine qui l'intéresse et trouver, un encadrant en recherche, donc un directeur de recherche pour, le suivre, l'encadrer, l'aider à formaliser son idée de recherche, sa thématique, parce que vous avez peut-être une envie, une thématique qui vous plaît, mais quand on fait de la recherche, on doit avoir une question de recherche et déjà formaliser et bien réfléchir à la formulation de la question de recherche. C'est un travail qui doit se faire avec une équipe, de chercheurs et donc il faut que vous trouviez l'équipe qui est adaptée à la thématique de recherche que vous voulez, que vous trouviez le directeur de recherche avec qui vous allez, concevoir la question de recherche, qui lui correspond et qui vous correspond. Parce que lui, ça doit l'intéresser, hein, il va vous encadrer, donc il faut que ça soit aussi dans ses thématiques et voilà et que ça lui corresponde et une fois que vous avez fait ça, ben, vous pouvez, embrayer sur le stage de recherche où vous allez être encadré par ce directeur de recherche. Donc ça ne veut pas dire que vous avez forcément fait tout ce travail avant de vous inscrire au début du M1, mais en tout cas, il ne faut pas attendre, le début du premier stage pour savoir où est-ce que vous allez aller et formaliser votre question de recherche. Voilà, je ne sais pas Mm. si Jean-Michel, tu veux Oui, en rajouter par et rapport à ce que je viens de dire? pour donner des éléments complémentaires, dans l'UE, entre autres législations, euh, on va vous donner, et dans les UE recherche, très rapidement, on va vous donner les modalités pour, si vous ne l'avez pas encore fait, trouver et votre question de recherche rapidement et votre laboratoire qui sera en lien. Je pense par exemple à la construction euh, dans le cadre du comité de protection des personnes. Ça doit s'envisager dès le semestre 2 du master 1. Donc, on vous préparera à travailler sur l'élaboration, par exemple, d'un CPP. Les débouchés, bah, on en a parlé aussi. Alors, on va peut-être dire qu'effectivement, la fonction d'être en lien avec le CNU 91, c'est-à-dire d'être un acteur et praticien, mais de la recherche, est déjà une raison intéressante et suffisante. Par exemple, dans le milieu hospitalier, on a des PHRIP où on a des pilotes qui sont praticiens, hein, paramédicales, et qui ont un master. Et effectivement, c'est vraiment intéressant d'avoir ce bagage de master pour être encore plus à l'aise dans ce type de pilotage PHRIP. Vous avez aussi des coordonnateurs de projets en réadaptation qui vont pouvoir aussi développer leurs compétences en ayant un master. Et puis les enseignants en formation initiale et continue, mais je dirais plus en formation initiale, maintenant il y a une obligation d'avoir soit
l'école de cadre, soit un master, donc c'est aussi une débouchée. Et enfin, bien sûr, les écoles doctorales, c'est une débouchée qui vous met en fin de compte complètement en prise avec le monde de la recherche. Alors voilà, on en a fini sur la présentation qu'on voulait vous faire avec Xavier et l'équipe. Donc je me tourne vers Clémence si par hasard il y a des questions déjà sur le chat. Bonjour. Alors non, il n'y a pas de questions sur le chat, mais ça peut être le moment soit de prendre la parole, soit de l'écrire dans le chat. Voilà. N'hésitez pas, on est là pour ça. Oui, il y a une Arnaud qui a vous pouvez ouvrir votre micro et poser la question si vous voulez. Arnaud, je vois que vous avez levé la main. Ouais. Il faut que vous êtes muté, hein, vous avez votre micro qui est coupé, donc normalement vous pouvez l'ouvrir en cliquant sur l'icône du micro en haut à droite. Bon, bah, manifestement, si vous avez un problème pour ouvrir votre micro, vous pouvez poser la question dans le chat, Ouais. comme vous voulez. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Enfin, d'autres questions? Ah, Oui, j'arrive pas à démiter, j'écris du coup, OK. L'INSERM est-il possible en tant que laboratoire? Oui, bien sûr. Quand Jean-Michel vous a cité plusieurs fois, l'équipe Tonic, qui est, l'équipe de pas mal d'enseignants, de ce master, ben, oui, c'est une équipe INSERM et c'est une équipe mixte qui est à la fois INSERM et Université, de Toulouse maintenant. Université Paul Sabatier, Université de Toulouse. Donc oui, les équipes INSERM sont possibles. Évidemment, les équipes INSERM, c'est des équipes de recherche, qui sont, tout à fait, patentées. En gros, les équipes officielles de recherche, ça peut être des équipes INSERM, des équipes CNRS, des équipes université, de Toulouse ou une autre université et des équipes mixtes qui peuvent être entre, 2 de ces 3 composantes que je viens de citer. il y a Marie-Lou Bouteau qui a levé la main. Oui, bonjour. J'avais une question justement au stage. On peut avoir une activité qui est effective en parallèle du master. Donc, idéalement, quand on sort du diplôme d'État, choisir une activité en lien avec notre projet de recherche. Et donc, la réalisation des stages peut être fait dans ce lieu d'exercice où il faut forcément que ce soit fait dans un laboratoire à côté. Alors, on peut, la réponse, elle n'est pas complètement tranchée, mais si, votre, projet de recherche, est une recherche qui est, je pense plutôt, au master 2, à la deuxième année de master. Si votre projet de recherche est, interventionnel et qu'il concerne une intervention que vous êtes amené à faire avec, des patients, et que vous avez obtenu toutes les autorisations pour le faire. Voilà, alors ça peut être des autorisations sur du soin courant, hein, sur des soins aux patients. Heu, on peut imaginer que, vous faites ces soins aux patients et que vous utilisez les résultats de ces soins pour, votre projet de recherche. Mais attention, ça demande que vous ayez les autorisations, de faire de la recherche avec des patients. Donc il y a des autorisations à demander et ça prend pas mal de temps. Donc ça, c'est quelque chose qui se construit, par exemple, pendant, une année de master 1 et ensuite, ça demande que ça soit du soin courant, pour que ça soit des soins qui puissent être qui puissent être faits en cabinet ou, dans un service à l'hôpital ou dans une clinique. Mais, voilà, si c'est, de la recherche
sur autre chose que des soins courants, si c'est de l'expérimentation, si vous voulez, pour utiliser un terme euh, qui, qui, qui veut bien dire qu'on n'est pas en train de faire juste du soin courant et d'évaluer l'efficacité de ce soin courant. Si on est en train d'expérimenter quelque chose, là, pour le coup, ça doit être fait dans un lieu qui est adapté à faire de la recherche. Et un cabinet de kinésithérapie, d'orthophonie, d'ergothérapie n'est pas adapté à recevoir des patients dans le cadre de la recherche. Voilà. L'hôpital public est un lieu de recherche. Voilà, il y a les unités de recherche sont des lieux de recherche où on peut recevoir des patients pour faire de l'expérimentation qui n'est pas du soin habituel. Voilà, d'accord? Donc vous voyez que si vous voulez absolument travailler votre recherche dans le cadre de votre cabinet ou de votre activité professionnelle, ça restreint beaucoup les possibilités de faire de la recherche à évaluer l'efficacité de soins habituels pour des patients que vous auriez soignés dans tous les cas, même s'ils n'avaient pas été dans le protocole de recherche que vous menez. Voilà. Il y a Althea qui lève la main aussi. Oui, moi, ma question, c'est plus sur, il est possible, si j'ai bien compris, de travailler en parallèle du master et d'exercer, mais est-ce que vous avez un pourcentage de temps de travail que vous conseilleriez de ne pas dépasser ou qui vous semble plus propice? Il y a des, il y a des Alors, périodes où... Ouais, ouais. vas-y, Jean-Michel, vas-y. Par exemple, je sais que pour le master de Créteil, qui lui est ciblé en ergothérapie, hein, il conseille un mi-temps. C'est-à-dire, Mhm. si vous dépassez le mi-temps, là, ça va être compliqué de faire un master recherche en ayant en Ouais. plus 75% d'activité clinique. Donc, nous, on aurait tendance à dire, voilà, un mi-temps, c'est raisonnable. Je sais pas ce Et que vous tu en voyez penses. Ouais, et vous voyez que ce mi-temps, idéalement, enfin, il faut pas qu'il soit, je travaille le lundi, mardi, mercredi et je m'occupe du master le jeudi, vendredi ou on pourrait dire le lundi, mardi, mercredi matin et je m'occupe du master, le mercredi après-midi, jeudi, vendredi. Parce qu'il y a des semaines de cours, déjà. Il y a les Oui. jeudis après-midi où il y a des cours, en visio, synchrone. Et puis surtout, il y a ces 8, 10, 12 semaines de stage. Alors, vous pouvez peut-être allonger un petit peu le stage ou découper ces semaines de stage en mettant 1 ou 2 semaines de temps de travail professionnel et faire plutôt 4 semaines, 1 semaine je travaille et de nouveau 4 semaines de stage. C'est envisageable, mais vous ne pouvez pas faire sur les sur les 8 semaines de stage des demi-semaines où vous travaillez 2 jours et demi et puis vous dites je fais ma semaine de stage du mercredi au vendredi, quoi, ou au samedi. Ça marche pas. Plus, par exemple, des remplacements pendant les périodes de cours en Voilà, distanciel Tout pour à pouvoir fait. être libre. Ok, vous avez très compris. Oui, bien. oui, Oui, tout à vous avez fait. tout à fait compris. Voilà. Merci. Dans le chat, il y avait aussi la question de Martha Gabriel. Ça a peut-être un petit peu répondu, mais au cas où, si vous voulez préciser. Lorsqu'on est en formation initiale, est-ce qu'il est préférable d'exercer à côté, par exemple 50% ou moins? Donc en formation initiale, ça veut dire qu'ils viennent juste d'être diplômés de leur diplôme d'État, c'est ça? Il faut, donc quand ils sont en formation initiale, heu, si on est en formation initiale, normalement, on n'a pas On ne d'activité travaille pas, ouais. professionnelle. Sauf Normalement, voilà. sauf en vacances et tout ça, mais Voilà et on peut faire des remplats en vacances et voilà. Mais vous êtes encore étudiant en, bac+4 et puis, voilà, mmh. en bac+4 ou en tout cas en bac+4 au sens, 1re année de master puisque donc, ça veut dire qu'on a validé une licence, de sciences et on passe en 1re année de master et donc vous êtes étudiant à temps plein
Simplement, au lieu d'aller, faire, un petit job, d'été ou un petit job pendant les vacances, vous avez le droit de remplacer avec votre métier, et votre diplôme professionnel que vous avez obtenu, avant, dans le cadre de vos études d'ergothérapie, de psychomote, d'orthophonie ou de kinésithérapie. Ensuite, il y a une question de Sébastien Van Achter, j'espère que je le prononce pas trop mal. Bonsoir, merci pour votre présentation. Étant en reconversion professionnelle, activité libérale de 20 ans en podologie et en fin de DU recherche, est-ce que ce master peut être un point de départ menant à une autre profession, entre parenthèses enseignement, ou bien son application est dédiée par la suite en activité libérale et recherche exclusivement? Merci de votre réponse. Alors, oui, moi Alors, je pense que vas-y, vas-y, Jean-Michel. vas-y. Oui, Ouais. enfin, oui, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire c'est une des modalités pour être confirmé en tant que enseignant, formateur, par exemple en podologie ou en ergo ou en psychomotricité. Bien sûr, aujourd'hui, il est demandé par l'ARS soit d'avoir un diplôme de cadre, soit d'avoir à terme un master pour être enseignant. Donc, j'espère qu'on répond à la question, mais oui, ce type de démarche vous ouvre complètement la voie vers la validation d'un master. C'est pas un master en sciences de l'éducation, ça sera un master en recherche-réadaptation. Mais c'est un master qui vous permet, comme le dit C'est Jean-Michel, ça. vraiment d'être, complètement recruté, dans un institut, de formation en podologie, Mm. Après il faut qu'il y ait une place, voilà, hein, c'est pas parce que vous avez un master que vous êtes automatiquement embauché non Non. plus, hein. Non, non. Mais ça vous donne une carte en plus, effectivement, Ah ouais. puisqu'on peut dire que nous, on est, par exemple, à Toulouse, sur l'expérimentation licence sciences pour la santé, et que l'orientation de nos formations initiales va être de plus en plus vers l'université, hein. Donc ça confirme le fait qu'il y aura besoin de masters, de docteurs dans ces champs-là. Très bien. Il Super. y a une nouvelle question d'Arnaud qui demande, pour nous accompagner dans les projets, vers qui pouvons-nous nous tourner? Alors j'imagine que c'est les projets de recherche et ensuite ta deuxième question, c'est: si jamais, est-il envisageable de faire le M2 sur 2 ans ou tout doit forcément rentrer sur une année scolaire? Non, là, tout doit rentrer sur une année scolaire, Ouais, hein, Jean-Michel, ouais, on n'a pas imaginé ça. non, on n'a pas imaginé de dérogation. Alors après, c'est comme toute formation. S'il n'y a pas de validation, est-ce qu'il y a un redoublement possible? Il faut que ça passe en Ouais, commission. ouais, Il ouais, faut, mais d'emblée, on peut pas dire que c'est une possibilité d'aménagement. ouais. D'autant plus qu'on est quand même effectivement dans un cadre un peu plus souple que uniquement du présentiel, par exemple. Mmh. Bon, OK. Il y avait une question, est-il possible d'orienter son projet de recherche vers les troubles neurodéveloppementaux, par exemple, la réadaptation pour favoriser les apprentissages? Donc je me suis permis de répondre oui. Oui, Ça, ouais. c'est tout à fait un sujet qui peut être intéressant dans le cadre de ce master. Sur l'aspect, réadaptation, quand on met dans le titre, c'est un master, recherche appliquée en réadaptation, il faut comprendre le mot réadaptation dans son sens moderne, en français, qui est calqué sur le mot, anglais, rehabilitation, qui est à la fois la rééducation, donc rééducation, par des techniques de kiné, d'ergothérapie, d'orthophonie, voilà, de psychomote, de pédicurie, podologie, enfin bon, voilà. Et après Mmh. réadaptation avec, aménagement,
de l'environnement, aide technique et puis, ça va au champ de la réinsertion, d'accord? Donc Mmh. tout ça, c'est regroupé dans, le sens large de réadaptation, qui est le titre de ce master. Oui, je pense, par exemple à la réinsertion socio-professionnelle, ça rentre complètement dans ces champs-là, effectivement. OK. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions qui, Alors là, il y a pas d'autres questions, il y a juste Arnaud qui a précisé par rapport à sa question de faire un M2 en 2 ans. Il dit que c'est par rapport au fait que vous disiez que vous conseillez un mi-temps de l'activité libérale à côté du master. Voilà, Ah oui. comme ça, il a précisé. Mmh. Sinon, il n'y a pas d'autres questions. OK. Bon, bah, très bien. Bah, écoutez, Eh beh, de toute écoutez, façon, on reste disponible, ouais. Jean-Michel et moi et Clémence, qui Il y a nous une aide nouvelle question, désolée, Ah, si possible d'évoquer de certains projets de Maïwen. recherche. Ouais, voilà, pardon. C'est ça? Oui, Est-il c'est possible celle-là. d'évoquer un certain projet de recherche lors de notre candidature, mais de potentiellement évoluer vers toute autre idée au cours ah du oui. début de M1? Ou Oui, oui, bien sûr. on le Oui, tout comprend. à fait. Oui, oui. C'est le début du M1, il sert à formaliser l'idée et de temps en temps et ben, on partait avec une idée qui est pas réaliste et il faut l'affiner et parfois on en change un peu, ça évolue. Oui, ça fait partie de la recherche. Et ça fait partie du jeu et de l'intérêt de la recherche aussi. C'est, en partageant, collectivement, et de manière interpro, je pense que c'est une des forces, en tout cas on l'espère, de ce master, c'est que vraiment ça va être un collectif interprofessionnel heu, qui va pouvoir, réfléchir sur des questions de santé, importantes, innovantes, nécessaires, pour la population que l'on côtoie. Donc, oui, oui, effectivement. Il y aura certainement des modifications par rapport au démarrage que vous imaginez. Alors on l'a pas trop évoqué, mais effectivement dans les objets de recherche, ça peut être aussi autour de la formation initiale. Donc c'est plus sciences de l'éducation, sciences humaines. Vous pouvez avoir un sujet sur quelque chose de plus, sciences de l'éducation et sur une approche pédagogique, hein. Bien sûr qui concerne la réadaptation, la santé et cetera. Du coup, il est préférable de quand même prendre contact avec des labos dès maintenant pour l'indiquer dans la lettre de motivation. Oui, Ouais, surtout si vous avez pris un contact et que vous avez commencé ben, avoir quelqu'un qui est intéressé par votre thématique, ben, c'est bien. Vous le mettez dans votre lettre de motivation, bien sûr. Voilà, c'est, heu, c'est un plus c'est un d'avoir plus déjà un ouais. contact et une idée. Et alors, je précise bien que le niveau d'anglais, peut être intéressant pour, ce master, mais en aucun cas une certification, type TOEIC ou autre chose, hein. Au début des premiers jours d'inscription, le TOEIC avait été mis comme, obligatoire, ça a été enlevé, donc je rassure, on demande pas une certification de ce type-là. Bah, écoutez, OK, s'il y a pas d'autres questions, ouais. On vous souhaite une bonne soirée et bonne puis, soirée à on est tous. disponible pour répondre à vos questions par mail, voilà. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à tous. Merci de votre,